Ah, j'ai jamais été aussi à l'aise sur un circuit de cross. Par contre, l'inconvénient c'est qu'on peut pas rouler en canapé. Alors let's go chez TRP pour que la TM soit aussi confort. Bah allez, c'est bon, on y est. C'est ici que Thibaut va s'occuper de mes suspensions. Et Thibaut, comment ça va? Avec toi? Bah ouais, nickel. Bon, je t'ai mes suspensions, ils sont à faire, donc ils sont quasi neuves, là ils ont 13 heures. Donc voilà, c'est le moment déjà de faire la première vidange a priori. Et bah, du coup, on va voir ce que ça donne. Alors comment on fait pour commander une prépa suspension? Et ben du coup on va remplir une fiche de renseignement avant toute chose. Donc nom, prénom du pilote. Donc Antoine, on se connaît. Le type de la moto. TM 144 MX 2022. Ça on est bon. Ton poids. 73 kg. Donc ça c'est sans équipement. Ouais, c'est ça. Poids tout nu. Donc usage. Élite. Élite. Ou Ligue. Mais Ligue plutôt. Qu'est-ce que tu recherches sur la moto? Avoir plus de confort, à quel niveau? Ouais, bah, je pense que c'est hyper basique, mais je veux vraiment que ce soit plus confort dans les entrées de virage. Et d'un autre côté, j'ai pas envie que ça talonne quand j'allonge les sauts. Ok. Donc voilà, sachant que de base, la moto était un peu rigide. Ok. Eh ben écoute, on va faire en sorte que tout ça disparaisse et puis que tu puisses rouler un peu plus vite et puis en sécurité. Bon, ouais, ça marche. Ça roule. Moi, en tout cas, les suspensions, je les ai jamais fait préparer. Juste quand j'avais le CRF 250 2015, parce que les fourches, c'était pas terrible dessus avec les trois cartouches d'air. Ouais. Mais j'avais pas senti vraiment le bénéfice dessus. Juste des fourches et amortisseurs qui fonctionnent bien. Et pour moi, ceux qui préparent les suspensions, à chaque fois, c'est des mecs qui roulent de ouf. Donc voilà, je sais pas toi ce que t'en penses. Bah non, préparer ces suspensions, c'est vraiment la base de la moto, on va dire. Même un pilote amateur qui débute, avoir une suspension adaptée à son niveau, et ça aide vachement au pilotage et ça met en sécurité la personne, quoi. Ça par contre, ouais, c'est ce que je voyais, parce que quand j'ai commencé la moto, il y avait vraiment que les meilleurs qui faisaient préparer les suspensions. Et maintenant, tu vois des gars en milieu de paquet en critérium qui ont les stickers. Ouais. Ils ont fait préparer les suspensions. Bah déjà d'une pour le confort, et puis quand on a envie de se faire plaisir, c'est sûr que d'avoir une moto qui va bien et qui est adaptée à son poids, c'est toujours mieux, quoi. Et les suspensions, toi, ça représente combien en volume d'affaires? C'est ton activité principale? Ouais, c'est 70% du chiffre d'affaires. Ouais, ouais, c'est énorme. Ouais. Ça représente combien de jeux à peu près à l'année en fourche? Dire à l'année, en semaine, les bonnes semaines, ils tournent entre 10 et 20 jeux de suspension par semaine. Voilà, en période creuse, on est à plutôt à 10 jeux par semaine. Okay. On fait essentiellement les Hauts-de-France, après on fait un petit peu dans toute la France. D'accord. Et c'est quoi principalement? C'est tout confondu? T'as du Showa, du Kayaba, du Whippy? On fait tout confondu, mais une grosse partie c'est vraiment du WP, quoi. Il y a 3 marques qui sont regroupées en une, donc forcément ça représente plus de volume, quoi. Aujourd'hui on stocke beaucoup plus de pièces WP que d'autres marques, mais sinon on fait essentiellement du WP, Kayaba, Showa, on va devenir All-in Center. Et la Kayaba 48, celle sur laquelle on va bosser aujourd'hui, ça fait des années qu'elle est là, ça fait 20 ans qu'elle est là. Il y a encore des évolutions possibles sur cette fourche? Est-ce que t'apprends encore un peu, t'es encore surpris des fois de ce que tu peux faire avec ces fourches là, ou tu sens que t'as fait le tour? Non, mais les fourches, esthétiquement, elles sont inchangées depuis beaucoup d'années, mais intérieurement, les cartouches évoluent un petit peu. Il y a des pièces qui changent. Bon, le principe de fonctionnement est toujours le même, mais il y a quand même pas mal de pièces qui changent et qui s'améliorent un petit peu avec les années. Donc oui, on arrive à les faire encore améliorer, quoi. Ok. Et on devient un préparateur au fil des années, ou il faut des formations? Est-ce qu'on peut se prétendre préparateur parce qu'on s'est changé des gens spi, ou je pense qu'il faut peut-être un meilleur bagage technique, parce que j'ai l'impression que jamais autant. Il faut vraiment, déjà les formations c'est essentiel, comprendre le fonctionnement d'une suspension, etc. Et après il y a les années qui font que l'expérience engrangée, on peut pas rivaliser avec quelqu'un qui a 20 ans d'expérience et quelqu'un qui en a 2. Voilà, après il y a rouler avec les motos, faire des essais, des tests, et puis voilà, quoi. Surtout en tout terrain, il faut vraiment faire des essais. Par moment on trouve pas de la première fois, donc il y a un peu de boulot, un peu de développement derrière. Ouais, d'accord. Et tu vois qu'il y a une petite tendance par rapport aux pilotes, où tout le monde, voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, à peu près pareil, confortable en début et un peu plus vénère après. La tendance, c'est surtout un confort en début de course, c'est ce que les gens recherchent particulièrement. Encore plus en enduro, les mecs ils veulent vraiment une moto très confortable. En motocross c'est pareil, tout ce qui est terrain sec béton, forcément il faut du confort, sinon on prend tout dans les bras et c'est pas terrible. Après pour tout ce qui est course de sable ou supercross, là c'est un petit peu différent, il faut vraiment de la rigidité, quoi.
On va démonter pour... Hop. On met tout en vidange. Elle est déjà quand même un peu noire et bien pâteuse. Ah ouais? C'est pas bien là, comme ça? Ah, normalement c'est clair, presque comme de l'eau quoi. Là on va sortir la cartouche du tube quoi. Mais la détente sur la fourche, j'y touche jamais. Ça. Alors qu'elle est aussi importante que la compression. On fera un essai tout à l'heure sur le circuit, tu verras que l'un ne va pas sans l'autre. Donc là par exemple quand All-in se font des kits cartouches, c'est cette pièce là. C'est cette pièce là. Ah ouais. Donc on va quand même checker un petit coup les joints spi des bagues pour être sûr qu'on fasse pas une préparation pour pas grand chose. Parce que si on a des bagues de friction qui sont HS, on a beau avoir la meilleure fourche du monde, ça marche pas. Et il faut vraiment avoir des bagues en bon état, des spis en bon état. Surtout ne pas mettre d'adaptable. On peut économiser en mettant des joints spi à 10 €, mais la fourche elle marche plus. Sur des fourches bas de gamme, sur de la routière, etc. ça passe parce que les motos sont tellement lourdes, etc. qu'il y a très peu d'incidence. Mais sur une fourche cross où on cherche vraiment le maximum de ce que les suspensions peuvent apporter, on est sur des gros diamètres de tube. Donc forcément la friction elle y joue vachement. Ouais. D'accord. Allez donc c'est origine ou rien. Exactement. Quand on a un joint spi de qualité, tu vois, ça doit tomber tout seul. D'accord. Quand on met un joint spi adaptable ou des bagues adaptables, on prend la fourche, on la met là, elle reste là. D'accord, ok. Généralement quand les spis fuient, les bagues sont mortes. C'est 90% du temps c'est le cas. Si on veut démonter juste pour contrôler, l'idéalement c'est de chauffer pour que le joint spi se décolle bien, puisque en fait quand on vient séparer le joint spi du tube, enfin du fourreau, on vient choquer les deux bagues entre elles. Donc après elles s'abîment, elles se matent et après elles fonctionnent plus correctement. Ah, donc là il y a le joint spi et deux bagues de friction intérieur-extérieur. Voilà, donc là tu as le joint spi, la rondelle qui vient séparer le joint spi de la bague de friction et les deux bagues. Et là c'est en forme selon toi? Ouais, c'est en état, c'est propre, il n'y a pas de problème. Donc les bagues de friction c'est pareil, les trois quarts des gens ils voient une bague, ils la regardent, ah bah elle est usée parce qu'ils voient une usure interne, alors que cette bague là à l'intérieur elle a aucune incidence, elle est sur le tube. D'accord. À part tourner sur le tube, elle sert strictement à rien à l'intérieur. Le traitement il est vraiment à l'extérieur. Comment voir si la bague elle est usée ou pas? On passe son doigt dessus, tu peux toucher, c'est vraiment tout doux, tout lisse. Ah oui, d'accord. Et sinon ça rip un peu? Je vais essayer de te trouver une vieille bague bien usée. Je vais aller voir ça dans les poubelles par là. Donc pour une fois que je démonte, enfin ça c'est pas moi qui démonte, mais pour une fois que t'as pas de mauvaise surprise, ça c'est cool. Peut-être qu'il n'y a pas de mauvaise surprise parce que c'est pas moi qui démonte. Je sais pas. Bon là on est sur une bague typiquement HS, d'accord, que les clients remontent ça en changeant que les joints spi, ils roulent 2 heures, ils me disent la fourche elle marche pas et les joints spi refuient, bah voilà pourquoi. Ah ouais, ça sent vachement la différence. C'est comme si tu avais un papier à poncer de 400 ou de 1000 et que tu frottais ça sur ton tube, bah ça marche pas quoi. Ok, pareil à l'intérieur ici. Et là ici c'est la bague à l'intérieur. Ah et donc ouais, ces petites pièces là faut y faire gaffe parce que c'est super important. Ouais. Sinon il y a tout le travail à refaire de vidange et de changement. Exactement, il y a beaucoup de gens qui viennent des fois pour une préparation mais veulent pas changer ça. Mais il vaut mieux leur vendre une révision, changer les spis, les bagues et qui repartent avec une fourche révisée que de leur préparer. Quand on démonte un joint spi qui est en état, faut pas oublier de mettre un peu de scotch pour pas... Ah, pour pas que ça l'agrippe? Pour pas le couper, ouais. D'accord. Il y a un outil pour le remonter, mais pour le démonter, c'est la meilleure technique. Et donc là, c'est le graissage du tube pour le remontage. On va lubrifier les bagues et le joint spi. On va passer à la vidange de la cartouche. Et donc c'est là où il y a les multiples coupelles qui ont... C'est ça, ok. Tout l'empilage. Donc là, tu sais tous les mécanismes de tête entre justement les fourches qu'il y a sur les Honda, les Kawa, les KT, les Yam, ou t'as besoin de fiches techniques quand même parce que c'est... Bah non, avec les expériences, on les connaît toutes. Après, le fonctionnement reste toujours plus ou moins le même. Là, c'est une fourche qui est pressurisée avec un ressort, le ressort de pressurisation. Les All-in sont pressurisés avec de l'azote et les WP, les anciennes générations, 2013, 2014, ils étaient pressurisés aussi avec de l'azote un petit peu. Mais sinon, toutes les autres, elles sont quasiment pressurisées avec un ressort. D'accord, ok. Donc ça c'est le fameux piston que toi t'avais cassé. Ouais, c'était ça, a priori c'était la maladie sur les Caleb 48 et il y en a qui mettaient en alu. Ouais. Je sais pas si c'est bien. Parce que s'il est en plastique, j'imagine, c'est pour une bonne chose. Oui, c'est bien en alu, sauf que c'était des trucs adaptables et forcément, il y en avait qui fonctionnaient bien et d'autres non. Maintenant, ils ont remédié au problème, en fait, il n'y avait pas de perçage avant, donc... Ah, ça montait en pression, ça pétait. L'huile du tube, elle passait dans la cartouche, ici, dans le trou de dégazage. Ça passait ici, quand on comprimait. D'accord. L'huile, c'est pas compressible, ça pète, quoi. Ok. Donc là, on le voit qu'elle
T'es en meilleur état. Elle est neuve. Ouais. Forcément, il y a beaucoup moins de. Il y a pas très peu de pièces. On va faire pareil pour l'autre côté. Et celui-là, tu vois, en l'occurrence, à mon avis, ce pile est pas loin de fuir. En vrai, ça, je suis content parce que je pensais que les tubes ils auraient pris un peu parce que je suis allé vraiment sur des circuits caillouteux quand même. Il n'y a pas de marque. Mais je pense qu'à chaque fois, à chaque fois que moi j'ai eu des problèmes sur les tubes, c'est à chaque fois quand je suis rentré dans des gars ou des gars me sont rentrés dedans. C'est ferraille contre ferraille, je pense que ça apprécie pas trop. Ouais, bah ça c'est sûr que ça aide pas, hein, mais aussi il y a le problème de la protection de fourche qui protège devant mais pas derrière. Il y a des fois avec la roue, les cailloux ils arrivent quand même à venir taper et souvent c'est sur l'arrière qu'on a des chocs. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Bah, sur les thèmes, ça c'est bien fait pour ça parce que ça fait vraiment le tour. Ça protège bien. Mais aussi des fois avec la merde, les cailloux ils rentrent derrière la protection. Ah et puis ça fait nier. Et avec les vibrations, bah, ça peut marquer le tube. Ouais, je sais pas quoi. Ils avaient pas remis ça ils avaient remis une autre chose. Le filetage il dépasse un peu, puis après ils l'écrasent, ils le battent. Ah oui, d'accord. Ouais, ils font ça juste pour la mise en place et puis après terminé. Donc soit tu meules l'écrou à plat et tu retires le matage. Moi je le perce un petit peu au milieu pour que quand on dessert ça se rétracte un peu vers l'intérieur et au moins on a tout le filetage d'origine. Ouais, ça j'ai l'impression qu'en fait pour faire tout ce que je fais depuis le départ, j'ai l'impression qu'il faut quand même une grosse confiance en soi pour pas tout foirer quoi. Tout mélanger, tout... Ouais, c'est ça. L'avantage de le percer comme ça c'est que on garde tout le filetage d'origine. Ouais. Après, on passe un petit coup de filière dessus et moi c'est... Ouais, ça par contre j'ai bien compris qu'il fallait rester au maximum origine. Ça c'est toutes les pièces en trop. Ouais, ça tu les remettras pas? Si. Si. Et là du coup tu vas y faire quoi Voilà, on va mettre un petit coup de filière juste pour casser la bavure qu'il y a d'origine. Parce que tu vois ça force un peu, comme ça on va mettre un petit coup pour le remontage et au moins on n'abîme rien. Ouais mais ça du coup parce que la préparation c'est j'ai l'impression que c'est l'empilement de clapet, la quantité d'huile. C'est ça. Mais ça, techniquement, sur la piste, on ressenti, ça se traduit comment? Ça, c'est rien du tout, ça, c'est juste une histoire de montage, démontage, que tout soit fait propre correctement dans les règles de l'art. Au moins, quand on remonte, on redémonte, on n'est pas embêté, quoi. D'accord. Tu vois, le fait d'avoir fait ça, tu démontes ça, tu vois, sans qu'il y ait aucune contrainte. Alors que là, tu vois, bah, tu peux pas le démonter même en forçant. D'accord. Tu vois, comme c'est maté, c'est un peu plus gros que l'usinage intérieur du piston, du coup bah, ça force. Donc là au moins quand on va remonter, tout va se mettre bien, on va pas forcer. Donc là bah, c'est là où il y a tout l'empilement, le clapet. Ça c'est en l'occurrence, ça on appelle ça le bouchon de compression, donc c'est tout ce qui va gérer la compression. Donc là on a le ressort de pressurisation, le piston séparateur, le piston, les clapets. Là bah, c'est ça qu'on va modifier. Voilà, celui-là. Et donc là, juste en inversant juste les coupelles, ça varie du tout au tout. C'est ça, alors on les inverse pas, on les remplace, on diminue la quantité, on en rajoute, voilà, on peut modifier le nombre de clapets, l'épaisseur, le diamètre extérieur, il y a beaucoup de... Pour arriver au même résultat, on peut faire plusieurs façons différentes, après chacun a sa façon de faire, mais voilà, on peut faire tout un tas de... Ok, et donc là, bah, vraiment, juste l'empilement de tous ces clapets, c'était équivaut à ça, quoi. Donc c'est vraiment infime, c'est minime. Ça équivaut à 2 mm, 3 mm. Ah ouais, c'est vraiment tout petit. Donc là, on en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, il y a 20 clapets sur 2 mm, quoi. Donc ça fait à peu près des clapets de 0,10, quoi. Ah ouais, ça fait pas épais. Non. Et donc là, tu traduis comment pour avoir l'ordre, justement, pour passer d'une fourche origine à une fourche bien plus cool? Et ben après on va modifier justement le nombre, l'épaisseur, le diamètre extérieur des clapets, etc. D'accord, oui, bien sûr. Et quand tu vois ton schéma, tu dis ah d'accord, bah, la fourche elle est d'origine. Ouais, bah après on mesure. En fait, tu dis, faut mettre les gros à gauche, les petits à droite. Là après on va mesurer le diamètre extérieur. Donc ça c'est des clapets de 20 qui font 0,11 d'épaisseur. Et donc bah, c'est avec ça qu'on va mesurer. Donc là en fait sur cette fourche là, les premiers clapets font la dureté, la compression de la fourche. Et les derniers clapets font office de ressort qui viennent plaquer ces clapets là. Donc là après c'est un peu de la technique, mais chaque clapet a son incidence. Donc là on a la partie compression, mid-speed on appelle ça. Donc c'est sur toute la plongée de la fourche. Et là de l'autre côté, du coup ici là on a la partie détente, donc ça c'est uniquement les clapets de détente de la fourche. Ouais, donc c'est ce qui va faire lécher ou pas le sol. C'est ça l'activité de la fourche. Donc là on a toute la partie tige de mid-speed, donc compression, détente, et puis là il y a le bouchon de compression, ce qu'on a démonté tout à l'heure. Donc là c'est pareil, les clapets ont un ordre bien particulier. On n'a rien inventé, nous on fait juste que voilà, améliorer un petit peu le truc, adapter, en fait on adapte vraiment la moto à chaque utilisateur. On se rend pas bien compte, mais une rondelle comme ça vaut à peu près 80 centimes. D'accord.
Donc si tu veux, voilà, les plus chères elles valent jusqu'à 1,50€ pièce. Bah, je peux t'ouvrir juste un tiroir pour que tu te rendes compte à peu près du stock qu'il faut avoir et du prix que ça vaut. Ah ouais, d'accord. Quand tu vois que ça vaut 1,50€, bah. Ok. Tu vois, il en fait. Ouais, multiplié par l'épaisseur. Ah oui, donc là, ouais, faut Et là, pas. toutes les boîtes elles sont remplies. D'accord. Ah et donc là, cône valve, ok, d'accord. Donc vraiment en fonction de chacune des Chaque, fourches, faut voilà, que tu aies ton stock. c'est ça. Ok. Donc après le stock il renouvelle un peu, enfin, quand on change un clapet sur la suspension, on récupère celui du client, on lui remplace. Ah ouais, Mais d'accord. mais des fois on les retire tous, on en met plus, enfin, des fois ça peut vite chiffrer quoi. D'accord. Donc voilà, donc là bah, on va relever déjà tout ce qu'il y a d'origine sur ta moto, comme ça on a la base. Donc là, tu vas les passer tous un par un? Non, pas tous un par un parce que là je sais que voilà, tous ceux-là ils font le même diamètre, la même épaisseur. Donc là, t'es sur la détente. Là on est sur la détente. Et du coup, le fait que tu en mettes des plus petits ou des plus gros, tu veux qu'il y en ait plus ou moins de détente en fonction. Du coup, là, j'ai mis que j'étais un pilote league Ouais. de 73 kg tout nu. Là, du coup, tu sais quelle coupelle faut mettre, quelle rondelle faut mettre. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Bah, en fait, là, sur la détente, par rapport à ce qu'il y a d'origine, on va plus essayer d'avoir une détente confortable, que t'aies pas une moto qui remonte ultra vite pour que ça soit sec quand tu D'accord. roules. Là, c'est ce que tu ressentais. Ouais, c'est ça. Donc, on va jouer un petit peu sur la détente et un petit peu sur la compression pour l'adoucir un petit peu en début de course. Et bah, après, plus on est lourd, on va dire, bah, plus il faut quand même qu'on ait des détentes assez réactives. Donc, après, c'est conséquent parce que quand on est lourd, on met des ressorts plus durs. Donc, forcément, la détente, elle est plus réactive. Donc, bah, après, on joue un peu sur l'hydraulique aussi. Donc, là, comme on garde les ressorts d'origine, on va jouer un petit peu sur l'hydraulique. D'accord, ok. On va le rétager un petit peu différemment. Et puis, ça devrait le faire. Bon, bah, je te fais confiance, hein, de toute façon, maintenant, j'ai plus trop le choix. Bon, du coup, voilà, Antoine, les settings ils sont prêts. On va pouvoir empiler tout ça Ouais, dans le bon ordre. dans le bon ordre et puis remonter ça dans la cartouche et puis remettre de la bonne huile, des bons niveaux. Là, sur toutes les coupelles qu'il y a, bah, je pense qu'il y en a peut-être 70 par là, un peu moins, un peu plus. Ouais, par côté, il y en a peut-être entre 45 et 50, je pense, par côté. Ah oui, d'accord, ok. Et là, sur toutes ces coupelles-là, t'en as changé combien pour faire la prépa que tu souhaites? Là, on est par côté, on a une bonne dizaine de clapets de modifiés. Ouais. Ouais, donc ça fait 20% Ouais. par rapport à l'origine Ouais. des éléments changés en fait. C'est ça. Ok, bon, bah, on va voir ce que ça donne du coup. Voilà, après on va adapter le ressort, la pressurisation, enfin la précharge de ressort et le niveau d'huile de la fourche. D'accord, ok, donc plus que deux paramètres. Celui-ci c'était le plus important ou pas? Tout a une importance? On va dire que tout a une importance dans la préparation suspension. Je pense que pour moi, et avec le recul, je pense qu'on est le setting est à peu près à 30% de la préparation. D'accord. Le gros va être, on va dire que le gros 50% c'est le ressort et le niveau d'huile. Ok. Parce que forcément, le ressort il influence vachement. Et puis après, il y a tout ce qui est précharge du ressort, le fonctionnement des bagues, etc. quoi. Ok. Bon. Voilà. Eh ben ça marche. Bah, je te laisse faire ça minutieusement parce que moi j'ai peur de riper, comme on dit à la commune. Donc même le simple serrage de l'écrou a une importance. Ah ouais? Donc je les serre, enfin ceux-là je les serre plus à la clé parce qu'avec l'habitude ça va, mais plus tu vas serrer fort l'écrou, plus tes clapets vont être préchargés, plus ils vont être durs quoi. D'accord. Donc, Ah oui, tu vas perdre en épaisseur de clapet. Tu vas pas perdre en épaisseur puisque c'est de l'acier avant de ok. comprimer avec. Mais la flexibilité du clapet elle va changer. D'accord, ok. Donc ouais, tout a son importance. Ça, les amortisseurs par exemple, on les serre tout le temps en couple. D'accord. Du coup ça peut avoir une influence. C'est des petits détails qui font que. Ouais, bah, j'imagine qu'on sert pas ça un quart de tour avant que ça pète, mais je ouais, pensais non. pas que dans l'autre sens. Ok, et y a pas de risque que ça se dessert du fait. Ah si, t'as mis du frein filé? Ouais, on met du bloc presse dessus. Ah oui. Faut tirer la route. Là c'est bon, les settings sont bons. Donc là les settings sont prêts, donc là on va passer au remontage. Donc toujours la graisse. Un petit peu ça fait pas de mal pour le remontage. Comme le nettoyer en frein ça sèche un peu tout. Ah oui, donc là remontage, après quantité d'huile, là du coup tu vas mettre la même qu'à l'origine ou tu vas en mettre un peu plus? Alors là ou c'est comment? une cartouche fermée donc il n'y a pas de quantité. D'accord. C'est un niveau qui se fait automatiquement du coup avec le piston séparateur. D'accord. Donc ici on a un trou qui s'appelle le dégazage. Donc en fait tout l'excédent d'huile il va sortir par ce trou là. Comme ça on a toujours une cartouche qui est équilibrée avec la même quantité. Et le constructeur donne une quantité mais c'est un niveau approximatif. Après il faut la purger, on la comprime comme je vais te faire voir. Donc là l'huile c'est pareil, hein. On a de l'huile à 10 € et de l'huile à 40 €. Forcément il y a... Là c'est de la Showa. Donc là je vais te mettre de l'huile Showa dans une fourche Kayaba, oui ça peut paraître bizarre. L'huile Kayaba c'est une très bonne huile mais au bout de 10 heures t'as vu dans quel état elle sort, elle est fort noire et elle se salit hyper vite, c'est une huile minérale. C'est une très bonne huile mais qui demande d'être se vidanger souvent. Donc la meilleure huile que j'ai trouvée pour le moment, le top du top, c'est l'huile de chez Showa la A15. D'accord, ok. Qui est l'huile utilisée dans les Showa Kit A. Ah ok, ouais donc ça dans le Showa Kit A en général ça devrait pas poser de problème. Voilà, c'est une huile qui en stabilité est très stable.
Donc il y a très peu de différence entre l'huile à froid et à chaud, comparé à des huiles qui sont un peu plus bas de gamme, on va dire, où l'huile est un peu plus épaisse à chaud qu'à froid, du coup il y a des variantes qui peuvent être importantes. Ah oui, non, enfin là c'est compliqué de sentir quand on a un niveau ligne. Alors justement, pour ce que tu m'as dit tout à l'heure, que tu avais une fourche qui tabassait un petit peu et en entrée de virage, etc. J'ai fait le test avec plusieurs clients, entre guillemets, contre le niveau quoi. Et sans changer les settings, sans rien, et en mettant l'huile, ils ont vu la différence. Juste de l'huile, Ouais. d'accord, ok. Juste en travaillant avec le setting qui était déjà fait avec l'ancienne huile que je mettais, et cette huile là, et là ils voient la différence. Ah ouais, c'est hyper important. Ouais, sur la friction, les entrées de virage, donc quand la fourche elle demande vraiment très peu de friction, avec cette huile là c'est fabuleux. Ok. Alors que c'est le même indice que la Kayaba 01. Ouais, alors la viscosité, le 5, le 10, le 15, tout ce que tu veux, c'est une appellation commerciale. Ce qu'il faut regarder, c'est la viscosité en centistock. Donc tout est écrit sur les bidons. C'est du 15,3 centistock à 40 degrés. Donc c'est une viscosité d'huile qui est faite à 40 degrés. Et pour caler le grade, on va dire 4 ou 5, il faut qu'elle soit dans une fourchette. Donc là, t'es pile poil dans le milieu. Et ok, ouais, donc c'est l'huile de c'est top. Quand tu mets l'huile dedans, tu vois, t'as pas une bulle d'air, t'as rien. Tu vois, l'huile, elle est vraiment plate. Ouais, c'est vrai que je fais jamais gaffe, mais bon. Si je mets l'autre huile, celui-là au bout de 20 heures, tu la démontes, c'est pareil. Tu vois, celle-ci, regarde, tu vois les bulles que ça fait. Ah, on voit la différence. Et ça, c'est de la Kayaba 01. C'est pas de la Kayaba, c'est de la putoline qui est une très bonne huile, oui, qui est en une huile plus. minérale aussi. Mais la Kayaba, elle fait pareil. Ouais, parce que la putoline, enfin moi je sais qu'il y en a pas mal justement qui partent parce que t'as plein justement de viscosités différentes, enfin plein de... Ils ont une très large gamme. Des grosses gammes, ils ont la 4, celle que j'utilise. Donc quand on prépare une fourche, on demande au client ce qu'il veut. Donc celle-ci, on la vend un peu plus cher forcément puisqu'elle est plus chère, mais on demande au client, si le client veut mettre cette huile-là, on met cette huile-là. Ok, donc là du coup avec ça, le client il est tranquille, il peut faire plus d'heures qu'à l'accoutumée. Plus d'heures, les deux huiles se valent au niveau longévité dans le temps, mais celle-ci, elle va être beaucoup plus c'est stable. feeling, ok. Ouais, on aura une meilleure longévité. Et là tu l'as fait pénétrer dans tout le système du coup. C'est ça, là on purge la cartouche pour plus qu'il y ait d'air dedans. Ça c'est l'air qui sort des petites vis du haut? Non, même ça pas va sortir après, ouais. Donc là tu vois la cartouche elle est vraiment relativement dure parce que du coup là elle est vraiment chargée en huile. Du coup là on va la comprimer une fois à fond et là elle va dégazer ici. On va le voir. Voilà, t'as entendu là? Si, regarde là, hop, l'excédent d'huile il va sortir. Voilà. Ok. Et donc là du coup plus d'air dans le système et le niveau qui va. Là on a un niveau qui est. La cartouche elle est pleine et là on trouve son petit GT en début de course. Il y en a une de prête. Ouais, pas encore toute prête. Non. Ce qu'il faut être un peu faire aussi, c'est limite un jour trouver un mec qui a une moto récente, mais c'est pas. Donc là on va mesurer la précharge des ressorts. Donc sur l'amortisseur on peut le régler manuellement avec les coups de. Écrou contre écrou, ouais. Voilà, de précharge. Mais sur la fourche, sur les fourches de série, il n'y a pas de réglage. Sur d'autres fourches, il y en a. Donc pour régler ça, on utilise des petites cales en téflon dans les tubes. Donc là, on va mesurer, voir si on a la bonne précharge avec le ressort d'origine. D'accord, ok. Et s'il faut, on adapte. Et donc ça c'est autant important j'imagine qu'à l'arrière. Comment tu le sais puisque là du coup on n'est pas sur la moto, c'est en fonction du poids qu'on fait? C'est ça. Sur les fourches, on a toujours une tolérance. On tourne entre minimum 2-3 mm de précharge jusqu'au maxi, on monte à 10 quoi. Ah, d'accord. Donc voilà, il y a toujours une tolérance. Donc là, on va mesurer. Donc. Là moi je suis dans la norme, enfin j'imagine que c'est la tolérance entre 70 et 80 kg. Bah, généralement, on tourne à 4-5 mm en motocross de précharge. Ça veut dire que même un gars qui est soit très maigre ou soit à l'inverse, ouais, d'accord. Ouais, mais s'il achète sa moto de série, là, elle est pas bonne la précharge de finition. Normalement, les constructeurs ils mettent 4-5 mm de précharge. D'accord, ok. Mais après, voilà, en selon ce que le client veut, on l'adapte. Il y a un peu de montage-démontage pour adapter ça. Mais... Ah, donc là, du coup, c'était bon, il n'y a pas besoin de changer. Mais il faut tout le temps le vérifier puisque les ressorts, il n'y en a jamais un qui a tout le temps pile poil la même longueur. Donc des fois, ça peut varier quoi.
Et puis des fois, on peut avoir un ressort qui se tasse un peu plus vite que l'autre. Ouais, sur les deux fourches en général, celui qui a un problème c'est tout le temps côté freinage. Non, puisque après, logiquement, comme tout est sur un ensemble solidaire, les deux fonctionnent en même temps. Après, c'est sûr que celui côté frein, il a toujours une petite contrainte en plus que celui de l'autre côté, d'une part déjà par la chaleur, parce que l'étrier chauffe, donc ça fait chauffer aussi un peu le tube. Il arrive par contre qu'on mette des fois pour avoir une taille de ressort intermédiaire ou chez Öhlins s'ils sont en chiffre, enfin ils sont en taille impair. Donc des fois on n'a pas les deux mêmes ressorts des deux côtés, donc celui qui est toujours plus dur on le met toujours côté Ah, frein. côté, ok. Ok, ah oui, donc ça c'est les réglages qu'on peut faire. De base. Ok. Ouais, donc là c'est à 20 clics, tu vas te mettre au 10. En gros, c'est ça. Je sais déjà à peu près où les situer, mais généralement je mets un tout petit peu plus de la moitié. Hop. Voilà, c'est le début de la fin de la fourche. Tac. Un petit témoin. Ça sert à quoi ça? Pour voir jusqu'où ta fourche elle descend. Ah, d'accord. Ouais, généralement, les cahiers bas, quand on s'arrête là, c'est bien. C'est que ça a talonné? Non, ou c'est Non, c'est que. le talonnage il est là. Donc là, si on s'arrête un centimètre, un centimètre et demi, on est pas mal. D'accord. Bon, bah on passe à l'arrière, hein. Ça va être bientôt la période des raclettes. A priori, il va falloir. Ouais, c'est ça, il va falloir durcir un peu. Non, donc là, on va procéder au démontage du ressort. Et puis, on va tout ouvrir, remplacer l'huile, le gaz, l'empilement, vérifier les joints. Ah, c'est aussi complexe que la fourche. Aussi, voire peut-être plus, c'est un peu plus complet, on va dire, parce que là, il y a de l'azote. D'accord. Donc, Bon, ouais, c'est parti. c'est parti. Je te regarde une fois de plus sans te remettre les mains pour pas faire de bêtises. Ouais, pareil, ça a des amortisseurs TM, mais en fait c'est un ZF, non? C'est TM qui les fait. Hein. Ouais. Surtout, tu vois, ça, faut le faire parce que tu le fais pas. Faut pas hésiter quand on lave au Karcher à prendre un gros tournevis et venir lever le tampon et nettoyer tout ça. Ah ouais, c'est pas. Et du coup, après, ça reste dans la tige, ça fait cloquer le chrome et puis après, ça monte et puis la tige, elle est morte. Merci du filon. Ça, faut pas hésiter à le faire souvent, à nettoyer cette partie-là. Ah ouais, en plus là, ça a bien pris l'humidité, macéré. Ouais, c'est vraiment. C'est important de faire des journées comme ça parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas des killers en mécanique. Il y en a un petit peu. Bon alors Anthony. Donc là, pour revenir à ça, là, ici, donc genre, dès que je fais un roulage dans la bouche, je le soulève, je passe le Karcher, je souffle. Et puis je après, remets. tu le remets même pas, au premier choc, ça va redescendre tout seul, quoi. D'accord, ok. Donc là, ouais, tu vois la mousse que ça fait, ça c'est typiquement une huile qui est cramée, qui est morte, qui est émulsionnée, du coup, Ah ouais. au lieu de battre dans l'huile, de la bonne huile qui bat dans la résistance, ça bat dans de la mousse. D'accord, ah, mais Donc l'amortisseur il cavite. Donc ça peut être un problème de purge, une huile de mauvaise qualité, ou souvent les amortisseurs d'origine, quand tu les démontes, ça fait ça. Tu vois, D'accord, ça fait, ok. Ça fait vraiment de la mousse comme de la bière. Ouais, 13 heures quand même, hein, ça fait pas C'est pas des masses. pas beaucoup de temps d'utilisation. Donc au lieu d'être dans l'huile, l'amortisseur il est dans de la mousse et du coup ça cavite quoi. Ah ouais. Ouais, au même titre que les bulles d'air dans les huiles C'est ça. de tout à l'heure. Donc là on va retirer la membrane pour vraiment vidanger toute l'huile, tout nettoyer. Ouais, j'ai l'impression que l'amortisseur c'est quand même de la mécanique plus rustique que les fourches. Non, c'est différent. Ouais, c'est l'usine à l'intérieur. Il y a un peu de terre, ça bloque un peu. Ouais, mais ça arrive. Alors, qu'est-ce Ouais, que ça t'as à arrive dire souvent, ça arrive souvent. C'est pour garder des souvenirs de chaque terrain. Et il y en a combien de terrains là tu penses? 10. T'as pas envie de sortir hein. Ouais. Donc là, on va nettoyer toutes les pièces, à l'intérieur du corps, les clips, la membrane. Ouais, du coup, bon, là il y avait le fait que c'était pas excessivement bien nettoyé, mais ça chope quand même pas mal de terre, les amortos, plus que les. Disons que c'est un peu moins exposé au lavage, donc du coup la terre qui est amassée, elle reste un peu plus facilement. Puis t'as le phénomène qui se crée que quand la boue elle vient se mettre ici et que ça se comprime, ça remonte mais ça redescend quasiment jamais quoi. Ouais, ça se salit bien. T'as de quoi manger si tu veux. On te laisse goûter. Ah, j'ai plus faim. Donc là, on va arriver à la même chose que la fourche, le sitting, l'empilement de clapet. Donc là, c'est des clapets quand même relativement plus gros. Donc, l'avantage du TM, c'est qu'il n'est pas serti en haut, donc on n'a pas besoin de percer pour tirer le sertissage. Donc là, on a le piston avec tout l'empilement, quoi. Tous les clapets, donc on va tout étaler. D'accord. Donc là, ils sont bien plus gros qu'une fourche. Et ça, du coup, même système avec la bague de friction. Même système, ouais.
Ok. Ça c'est plutôt, c'est pas une bague de friction, c'est un segment on appelle ça. C'est ce qui fait l'étanchéité entre le setting de compression et le setting de détente de l'amortisseur. Donc là on voit bien les passages. Donc l'huile de compression elle passe ici et elle vient ressortir ici. Donc elle pousse les clapets et inversement dans la détente ça passe dans les passages là et ça ressort par ces trous là. Donc ça quand on a un amortisseur qui est fatigué ou usé, le segment là il a plus le bon calibre. Du coup il nage pas, mais c'est surtout que la hydraulique il passe sur les côtés quoi. Donc il y a des fuites sur l'amortisseur, donc l'amortisseur marche plus comme il faut et voilà. Voilà, il est en forme quand même. Là on va le mesurer mais ça a l'air d'être en forme. Vas-y, tu peux venir comme ça. Voilà, là on a tout l'empilement. Bah là pareil que pour la fourche, là je sais. Je sais qu'en salle, pour éviter ça, on met des chaussettes. En saille. Ouais. Mais je pense que ça fait l'effet inverse sur l'avant, ouais. Tu talonnes jamais avec? Non. L'avant j'ai déjà fait mais l'arrière jamais. Est-ce que tu as l'impression des fois d'être sur un point dur quand tu sautes, d'arriver et puis paf ça se pose? Bah ouais, enfin même tout le temps. L'arrière il est dur, ouais. Donc je sens pas que ça travaille comme on... Tu sens qu'il travaille, descend puis paf il s'arrête quoi. Ouais voilà c'est ça. On va te changer ça. Ouais normalement lui il doit s'écraser. Fais le test par toi-même, ça c'est un tampon souple de chez WP et ça c'est le tampon d'origine TM qui est vraiment... C'est un bout de bois quoi. Ouais d'accord. Ok. Ah donc là le dernier centimètre que tu gagnes par écrasement, en fait là avec ça tu l'as pas. Ouais. Par contre quelqu'un qui talonne régulièrement, on va pas lui mettre ça quoi. Ouais d'accord. Moi, je viens de vérifier la garde de bout de 9. Ok. ouais du coup, ouais, par contre si tu talonnes ça fait pas d'effet néfaste sur le reste de la morteau. Enfin, non sauf, mais ça vient, c'est désagréable quoi. Ouais ça c'est clair. Vas-y, tiens tu peux le mettre toi-même. Ah ça c'est sélection mécanique, très gracieuse en plus. Voilà. Donc là bah, on a vérifié les joints, la bague de friction qui est dedans, donc ça c'est le boîtier porte-joint. Donc là tu as le cache-poussière, la bague de friction et derrière il y a le joint spi qui est ici. D'accord. Et ça c'est le joint qui fait étanchéité extérieure et ça c'est le bumper de fin de course en fait. Donc c'est un caoutchouc quand l'amortisseur est en débattement total pour éviter que ça claque si on mettait ferraille sur ferraille. Ah ok. Un gros joint caoutchouc comme ça. Tac. On va remettre de l'huile neuve. Attends qu'on fasse le setting comme ça va évacuer un peu les bulles d'air. Là, tu vois, l'huile neuve, tu peux filmer, il n'y a pas, pareil, il n'y a pas un pet de mousse, il n'y a rien. Donc là, on va remettre le blender. Donc voilà, même opération que pour la fourche. Donc là on sert ça à la clé dynamo. Donc combien haut, combien en bas? Un 7 en bas et 2 en haut. Ça fait pas épais quand même, pourquoi? Bah sinon après les tubes ils s'écrasent et le fonctionnement il marche plus bien. Ça serait con de perdre l'effet escompté de la prépa, tout ça parce qu'on a mal remonté la fourche. Là je mets ça comme ça avec les transpondeurs, les Riesland, bah, ça abîme pas les fourreaux. Donc là, le segment, il est bon, tu vois, faut pas que ça descende en dessous de 50 en fait. D'accord, ok. Et donc là du coup par rapport à l'origine, qu'est-ce que tu m'as mis pour que je sois mieux? Et ben on a modifié pareil que la fourche, on a modifié l'empilage. Donc on a fait un empilage par rapport à ce que tu m'as dit, donc l'amortisseur grosso modo il travaillait quasiment pas quoi, il était vachement rigide. Ouais c'est ça. Pour les circuits meubles c'était le top. Mais dès que ça se durcissait, donc quand c'était circuit béton cet été, ça rebondissait. Ouais voilà, c'était un peu chaud. Donc là bah, on a fait un truc beaucoup plus progressif en compression détente, comme ça t'auras plus cet effet là. Bon, bah... Donc il n'y a plus qu'à remonter, on vidange tout ça et après on va essayer. Donc bah là, même principe, hein, on met une petite goutte de l'optique. Là il vaut mieux pas que ça se desserre celui-là, parce que si ça se desserre, là... C'est mort. Là ça s'ouvre en deux. Donc là bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, les amortos, moi je les serre toujours au cou. Voilà, c'est quand même des clapets, jamais de 12 intérieurs, donc les coups ils se serrent en conséquence. Donc si on serre vraiment trop, ça bride tout quoi. Okay. Ce qui est logique, hein, puisqu'en fait les clapets, comme beaucoup de gens pensent, ils croient que ça passe entre les lamelles, mais non en fait les lamelles elles sont juste là pour se déformer en fait. Ah d'accord. Ça passe pas dans les lamelles, tu vois, ça vient passer dans le conduit et ça déforme les lamelles. Ok. Ah ouais, n'empêche, je dois y avoir une sacrée pression parce que enfin pour réussir à déformer ça... Ouais. Voilà, donc là bah, la tige elle est prête, montée, on a remis de l'huile. J'aurais pas fait grand chose aujourd'hui de mes 10 doigts. On va purger l'amortisseur, on va faire le vide dedans. Pour recharger en azote? Non. En huile? En huile. Perdu. Tout à l'heure quand on a ouvert il y avait plein de mousse dedans. Donc ça c'est parce qu'il y a de l'air dedans, donc l'amortisseur il fonctionne pas, il cavite et ça marche pas comme il faut. Faut vraiment que dans un amortisseur il n'y ait pas du tout d'air dedans, que de l'huile. D'accord. Là la tige elle va remonter. Donc voilà, c'est
nickel, c'est bien purgé, il n'y a plus d'air, Ouais, c'est bien ouais. propre. Il y en a oral. Il y en a aura. Donc c'est pareil, amortisseur, il n'y a pas de quantité, c'est plein avec la membrane D'accord, détendue ok. à fond. Donc c'est juste que puce, ouais. C'est ça. Par contre, on va mettre une pression d'air, d'azote, bien particulière. Ça se recharge tous les combien de temps en azote en aorto? Quand on fait la vidange. Ok. Normalement, c'est le seul truc qui bouge pas. Si ça bouge, c'est qu'il y a une fuite quelque part. D'accord. Et tu le sens en pilotage? La fuite d'azote? Non, une fuite d'azote. Généralement, l'azote, ça fuit jamais. D'accord. C'est quand l'huile, elle se barre. Et là, on va mettre quasiment 10 bars dedans. Enfin, il y a 10 bars en pression. Donc, Et la pression est plus la même. ça fuit jamais d'ici. Ça fuit toujours du joint spi, là. Et l'huile, elle se barre. La membrane, elle se détend à fond. Puis là, du coup, tu perds un peu de pression, quoi. Généralement, les gens, ils viennent avec un amortisseur qui rebondit comme une balle. Faut me le recharger en azote. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est Ouais. de l'huile, quoi. Ok, d'accord. Impec. C'est Enfin, il bon. force pas, dis-moi. Ça fonctionne bien. Et plus qu'à régler. Et hop, on remet le ressort. On monte tout. J'ai retrouvé hier. Ah non, j'ai mis à l'envers. Enfin, je pense pas qu'il y ait de sens. Il n'y a mais pas de sens sur le plus celui-là. crade était en bas, donc. Allez, vas-y. À toi de jouer. Là, il faut y aller doucement, parce que si tu le comprimes trop, après t'arrives plus à mettre le... C'est pas si simple que ça en a l'air. Hein. Je vais remettre le clip qui est là. Voilà. Donc toi, faut bien faire attention à ça, parce que c'est ce qui tient tout l'amortisseur. Si ça va pas, on dirait que c'est de ta faute. C'est bon, on remonte. Eh ben, impeccable. On remonte, on part rouler. C'est parti. Les pas chuit. Ouais. Bon, mais c'est bon, tout est remonté, on n'a plus qu'à faire la précharge de l'amortisseur. Donc là, on va déjà faire le négatif avant d'aller sur le circuit. Une fois que tu seras équipé, on fera la précharge avec toi dessus. Ça roule. Donc sur les nouvelles motos, il y a une petite gravure marquée sac dessus qui a à faire la précharge. Donc là, sur les TM, en l'occurrence, ils l'ont mis, mais toutes les gaz, Xvarna KTM, ça y est. Sinon, il suffit juste de faire un petit trait marqueur. Donc, le petit outil qui va bien, on se met à 0. Trop tendu le ressort. Tu vois, là on a 32 mm de négatif, Il faudrait être à. 38, 40, 38. entre 38 et 40. Donc là ton ressort est trop tendu. Donc on va le desserrer. Voilà, donc là on a 40 pile poil. Donc on va laisser comme ça pour partir sur le circuit. On va faire la précharge avec toi dessus pour voir si on est dans les valeurs. D'accord, On va faire ok. chauffer un petit peu, rouler 20 minutes avec et puis après on vérifiera Et tout après ça. précharge. Voilà. Ah ok. Ben là pareil, moi à chaque fois je faisais précharge à froid. À froid, l'huile elle est froide, donc elle est un peu plus épaisse qu'à chaud. Le segment d'amortisseur est froid, donc il colle au corps. Forcément, on vient pas en débattement total, quoi. Ok. Bah j'espère que vous en apprenez autant que moi parce que bah, aujourd'hui je viens d'apprendre que j'étais vraiment une quille en mécanique. Ah parce que comment ça faisait. La TM d'origine, tu la bouges pas. Bon. Quand on gagne là, tout à l'heure tu le compensais en le remontant en fait. Ah ouais, ouais ok d'accord c'est ça. Donc là ça va être beaucoup plus confortable. Bah ouais, parce que je disais tout à l'heure en fait que bah, j'avais dû remonter les tubes, pas au max mais quand même un peu plus du deuxième trait parce que justement l'avant il montait un peu dans les virages, comme j'avais expliqué un peu dans la vidéo de présentation. Et a priori du coup ça serait compensé donc bah, on va voir ça tout de suite. Bon alors Antoine, comment ça s'est passé là? Bah c'est très bien passé, là j'ai beaucoup appris, j'espère que vous aussi d'ailleurs. Et en fait, bah, je pensais en fait que c'était quand même, voilà, je pensais que c'était quand même relativement plus simple de préparer des suspensions parce que quand je vois le nombre de personnes qui en font, mais bon là Thibaut il est connu, reconnu hein, dans le milieu et en fait maintenant je sais pourquoi il y a des prix qui vont de 300 à 500, 600 euros parce qu'il y a vraiment une complexité dans l'affaire qui fait en fait que c'est un vrai métier à part entière et voilà je comprends que c'est 70% de son activité parce que bah, ça prend beaucoup de temps et bah, surtout a priori les gens ressentent le besoin d'en avoir. Donc là, ça va vraiment être la toute première préparation en suspension avant-arrière de ma vie. Donc on va voir. Parce qu'à chaque fois, je remettais la cause sur moi-même, pas à cause de la moto. Et du coup, bon là, je vais voir qu'avoir une moto adaptée à mon poids et mon niveau, peut-être que ça sera mieux. Bah réponse dans quelques instants. Là, on va charger la moto dans le camion, puis on va aller sur un petit circuit à 20 minutes d'ici. On s'est mis dans l'ambiance. Ambiance Là, on picarde. est- Oui, vas-y, tu peux la descendre. Comme ça, j'ai quand même là-dedans. Ouais, donc là, il faut clairement qu'on le retende, on est à 45. Donc là, il faut qu'on le retende un tout petit peu, tu vois. Ça c'est fait, du coup, on va le retendre un peu. Ouais. Ouais. Ah. Vas-y. Alors, vas-y, monte dessus. Je peux te tenir, Ethan. 105 pile poil. C'est ce qu'il faut? Ouais, on est pile poil. Bon bah impeccable. Ça existe le fait que du coup la précharge, donc sans moi dessus, enfin sans le pilote dessus et une fois le pilote dessus, et coïncide pas? Ouais, quand le curseur est trop dur ou trop souple. Ah oui, c'est comme ça que tu détermines s'il est trop dur. Voilà. Ok.
Quand les deux valeurs sont pas dans la tolérance, ça veut dire que soit le ressort est trop dur, soit le ressort est trop souple. Si on a un pilote qui monte sur la moto où il y a 115-120 d'enfoncement, mais qu'il n'y a que 30 de négatif, c'est que le ressort est trop souple pour lui. Inversement, si on a 50 mm de négatif et qu'on a 90 de précharge avec le pilote dessus, c'est que le ressort est trop dur. Il faut mettre une taille en dessous. Ok, bon bah c'est reparti. Bon, ce qui est bien avec Thibaut, c'est que il nous regarde rouler pour regarder comment on roule aussi et si on se sent bien, et aussi il donne aussi son avis. Et quelle démonstration de pilotage au passage. Bon, mais en tout cas, ouais, je suis agréablement surpris. Moi, je pensais que c'était un peu aussi, il y avait une part aussi un peu mentale, dire je prépare mes suspensions et tout. En fait, si, ça joue quand même vachement bien. La moto d'origine était un peu raide. Bah voilà, au niveau des suspensions, je trouve que effectivement là c'est plus confortable. Bon là, la texture c'est pas farineux, mais c'est très sablonneux. Ouais, là clairement, je me serais moins bien senti avec les settings d'origine en fait. Donc ouais, impressionnant de voir comment ça fonctionne juste avec de l'huile neuve, effectivement, meilleure qualité et surtout avec un empilement de clapet. Différent, bien Ouais. réglé, une assiette de moto correcte, une bonne précharge. Ouais, parce que je sais pas si j'avais dit plus tôt dans la vidéo, mais en fait les tubes de fourche j'avais dû les remonter un peu parce que justement j'avais tendance à avoir l'avant qui montait un petit peu. Et ben là du coup l'effet il est gommé en fait parce que l'avant il est plus mou, j'ai l'impression de la faire rentrer un peu plus dans les virages. Ouais, c'est cool, on a travaillé dans le bon sens du coup. Il y a aussi Capital Énergie, enfin lutte moins contre la moto je trouve. Ouais. Ça c'est plus cool. Donc ouais franchement moi je recommande. Après c'est la première fois hein, vraiment que j'ai une moto réglée à l'avant et à l'arrière pour moi, pour mon poids. Et au niveau ligue, c'est clair que d'origine les settings ils sont bien, mais quand c'est un peu plus poussé comme ça, je comprends la démarche de mettre des sous là-dedans plutôt que dans un échappement ou autre. Voilà, ça pour moi je pense que c'est la chose en premier à mettre sur une moto. D'avoir des conseils, bien monter ses suspensions, même des suspensions préparées qui sont pas bien adaptées. Bah tu vois, on a fait la précharge, machin. Et là t'as un truc qui est homogène et qui fonctionne bien normalement partout sur tous les circuits. Bah ouais c'est ça. Puis même il y a suspension préparée, mais je pense qu'il faut vraiment suspension préparée pour soi en fait, parce Ouais, que même quand on chacun essaye les motos de pilote, ils ont des settings de dingue, mais c'est pour eux en fait. Donc je pense que même une moto que t'achètes d'occasion, il faut qu'elle repasse en fait dans... Ouais, tu vois, on le voit entre toi et moi, on a 5-6 kg d'écart, l'arrière est un petit peu plus ferme pour moi quoi. Donc ouais dites-nous en commentaire hein, si vous avez des réglages particuliers hein, sur vos motos. Voilà, nous en tout cas je trouve que c'est vraiment c'est l'essai qui était intéressant à faire. Enfin le gars qui veut se faire plaisir avec la moto, c'est dommage d'avoir une moto maintenant qui vaut entre 7 et 10 000 euros. Et en fait les motos elles ont un gros potentiel, et en fait on peut encore plus développer le potentiel en développant les suspensions. En étant en sécurité et puis en confort quoi. Et ben carrément, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt sur MX2K avec Thibaut de TRP. À bientôt.